Donc, le domaine des sciences, monopole quasi exclusif des hommes, néglige bien souvent les femmes. Parmi ces grandes oubliées, Émilie du Châtelet fait figure de pionnière. Maîtresse de Voltaire, femme de lettres, femme de sciences, mathématicienne, physicienne, traductrice, la divine Émilie, adorant parures, rubans, pompons, diamants, est la plus savante des femmes et la plus coquette des savantes. En 2006 a été célébré le tricentenaire de la naissance d'Émilie du Châtelet. Colloques, expositions, ouvrages divers qui ont accompagné cette célébration ont assis la réputation de cette femme comme la première grande intellectuelle française et ont reconnu son apport original à l'histoire des sciences. Jusqu'alors, si Émilie du Châtelet est connue, qu'elle soit admirée ou détestée, c'est en tant que compagne de Voltaire pendant 15 ans. Cette union d'amour, de travail, de complicité a fait de ces deux êtres un des couples légendaires de l'histoire. Femme exceptionnelle et emblématique de l'esprit des Lumières, cette belle ambitieuse a utilisé pleinement la liberté qui est la marque de cette époque de bouillonnement scientifique, philosophique et révolutionnaire. Celle que Voltaire appelait Madame Pompon-Newton est une personnalité double, à la fois très féminine et virile. C'est une vraie scientifique qui a traduit Newton, mais c'est aussi une femme passionnée, légère, coquette, sensuelle, qui adore jouer la comédie et chanter des airs d'opéra. Femme entière et passionnée, Émilie a connu un destin hors du commun pour une femme de son temps, et c'est pour cela aussi qu'elle parle à notre époque. Libre, intellectuelle, mondaine, elle a osé sortir de la condition féminine de son époque en acquérant des connaissances d'un niveau supérieur à celui de la grande majorité de ses contemporains. Connue pour ses extravagances et ses aventures amoureuses, la marquise est révolutionnaire pour l'époque. Elle se veut libre sur le plan des mœurs et libre dans ses recherches. Sa fin scandaleuse, prématurée et tragique, à 43 ans à la suite de la naissance d'une petite fille, entourée de son mari, de son compagnon, Voltaire, et de son amant, Saint-Lambert, ajoute un zeste d'émotion à une histoire hors du commun. Le secret de cette réussite, sa clé du bonheur, Émilie nous la donne dans son discours sur le bonheur, publié de façon posthume. On n'est heureux que par des goûts et des passions satisfaites. Elle n'envisage la vie que sous les couleurs de la passion. Elle a vécu jusqu'à l'excès ces trois grandes passions, le jeu, l'amour et l'étude. Parlant de lui, Freud avait coutume de dire « Quand on a été l'enfant de prédilection de sa mère, on garde pour la vie ce sentiment conquérant ». Cette proposition s'applique aussi aux filles en substituant le père à la mère. Émilie a connu une enfance heureuse, bénéficiant de tous les privilèges d'une famille noble, riche et unie. Son père a déjà 58 ans quand elle naît le 17 décembre 1706. Autrefois grand séducteur aux multiples aventures, il s'est assagi et il a toutes les faiblesses, toutes les tendresses pour sa petite fille qui l'impressionne déjà par son intelligence. Toute sa vie, Émilie gardera l'amour de la liberté, le mépris du qu'en dira-t-on, suivant l'exemple de ce père libéral et aimant qui lui laisse la bride sur le cou. Comme le remarque Elisabeth Badinter, cette image valorisée d'elle-même a fait naître chez elle le sentiment de sa puissance. Ses parents sont beaucoup plus attentifs que ne le sont habituellement les parents à cette époque. Exceptionnellement, à l'encontre des usages, Émilie passe presque toute sa jeunesse sous le toit paternel, dans un bel hôtel particulier de 4 étages qui donne sur le jardin des Tuileries, dans le quartier élégant de Paris. Ses parents font élever leurs enfants à la maison et non pas au couvent pour Émilie ou au collège pour ses frères. La jeune Émilie reçoit ainsi, fait extrêmement rare, la même éducation que ses 2 frères. Ses parents s'efforcent de lui donner la meilleure éducation, un savoir, une culture aussi approfondie et diversifiée que possible. Latin, mathématiques, physique, grec, allemand, espagnol, clavecin, chant, danse, équitation, escrime. Elle bénéficie d'une éducation totalement atypique et elle est élevée dans un environnement intellectuel. Très jeune, Émilie et ses frères ont le droit d'emprunter des livres dans la bibliothèque paternelle et dès l'âge de 11 ou 12 ans, la petite fille est autorisée à rester au salon lorsque ses parents reçoivent. Son père, le baron de Breteuil, possède la charge d'introducteur des ambassadeurs
ce qui le met souvent en rapport avec le roi. Les Breteuil tiennent salon et tous les jours reçoivent une vingtaine de visiteurs parmi les plus beaux esprits du temps, écrivains, poètes, philosophes, Fontenelle, Saint-Simon, Voltaire. Avec Fontenelle, Émilie discute physique et astronomie. Voltaire fait la connaissance du baron de Breteuil en 1714 et il est invité à son hôtel des Tuileries en 1716. Et il garde d'Émilie le souvenir d'une fillette studieuse et il admire l'étonnante éducation qui est conférée à cette petite fille. Dans sa préface à la traduction des Principia de Newton par Émilie, il souligne son goût pour les langues. À 17 ans, Émilie lit Locke dans le texte anglais. Quand on sait que Locke c'est absolument illisible, on peut l'admirer. Et elle se passionne pour la philosophie anglaise. Son père lui fait donner des leçons de mathématiques et de métaphysique. C'est comme ça qu'on appelait à l'époque la philosophie. Elle prend des leçons de mathématiques avec Maupertuis et elle apprend la métaphysique cartésienne. Cette éducation orientera toutes ses futures recherches scientifiques. Toute sa vie, elle gardera l'exigence d'une pensée claire et méthodique et d'une physique qui s'achève dans la métaphysique. Cartésienne de formation, elle s'efforce de concilier deux concepts contradictoires, la liberté humaine et le déterminisme de la nature. Émilie ne laisse pas indifférent. Les témoignages sont contrastés et selon qu'on l'aime ou qu'on la déteste, il la représente belle ou fort disgracieuse. Voltaire, amoureux fou de sa divine Émilie, donne d'elle un portrait fort peu objectif, mais révélateur des multiples talents de la marquise. Guère plus fiable, les témoignages des ennemis de Madame du Châtelet, comme sa cousine, la marquise de Créqui, qui décrit la gauche Émilie comme un colosse en toute proportion, une merveille de force, un prodige de gaucherie, avec des pieds terribles, des mains formidables, la peau comme une râpe à muscade. Enfin, elle ressemble donc à un soldat. Madame du Deffand, célèbre salonnière, est encore plus venimeuse et ses propos médisants traduisent bien la haine que suscite l'instruction et l'attitude libre d'Émilie du Châtelet. Comme souvent, il y a lieu de modérer ses commentaires et la vérité se situe probablement entre les deux. D'ailleurs, des témoignages plus mesurés de femmes qui ne nourrissaient aucun grief contre Émilie ou qui n'avaient pas de raison particulière de la flatter, la montrent comme agréable, plutôt jolie. Bref, quelle que soit son apparence physique, Émilie a été suffisamment courtisée, désirée, aimée pour que l'on puisse affirmer qu'elle n'était pas laide ou disgracieuse. Ou alors il y avait des masochistes à l'époque. Son attitude envers les subalternes ou les sans fortune est celle de l'aristocrate. Elle appartient à la classe des privilégiés et la conscience de cette appartenance à l'élite de la société favorise un sentiment de supériorité et de distance par rapport aux autres. Elle a ses entrées à la cour, elle fréquente le cercle de la reine et la cour de Stanislas Leczinski. Elle a le sens de la hiérarchie, elle ne se comporte pas de la même façon avec ses pairs et avec ses inférieurs, hauteur, condescendance, voire mépris et humiliation. Voilà ce qu'elle réserve à ceux qui n'ont pas la chance d'être aussi fortunés qu'elle. Son tempérament volcanique l'entraîne parfois à de furieux accès de colère. Par exemple, elle humilie Madame de Graffigny en lui faisant une scène d'une rare violence au point que Voltaire est obligé de la retenir de peur qu'elle n'en vienne à frapper sa lointaine parente. Émilie est une femme sèche et peu généreuse. Le seul à qui elle a donné sans compter, c'est Voltaire. Tyrannique, elle est finalement aussi exigeante avec les autres qu'avec elle-même. Elle ne cherche pas à se faire aimer de ses domestiques. La seule estime qui importe à ses yeux, c'est celle de ses pairs. Plus masculine que féminine, elle apparaît à Voltaire comme un être androgyne, femme d'apparence, homme par l'esprit. Féminine d'allure, virile par son caractère et son énergie, Émilie, selon le mot de Voltaire dans une lettre à Frédéric II de Prusse, est un grand homme qui n'avait de défaut que d'être femme. Son éducation a sans doute renforcé son caractère plus viril que féminin. C'est une pure intellectuelle, rigoureuse, méthodique. Voltaire souligne dans la préface historique de la traduction des Principia la fermeté de son esprit. Fermeté, force, ce sont des vertus reconnues généralement comme étant plus masculines que féminines. Extraordinaire puissance de travail aussi, qui ne laisse pas d'étonner Madame de Graffigny lors de son séjour à Cirey. Animée d'une énergie et d'une volonté peu communes, excessive, dotée d'un tempérament brûlant,
Émilie n'est pas femme facilement satisfaite. Elle aime jouir de tous les plaisirs, elle n'est jamais lassée ou rassasiée. Passionnée, entière, insatiable, quand elle aime un homme, elle ne s'embarrasse pas de pudeur ou d'orgueil, elle le pourchasse, pleure, gémit, se fâche, supplie et finalement fait fuir celui qu'elle veut retenir. Certains de ses amants en ont été contrariés, ainsi Maupertuis, avec qui elle prend des leçons de mathématiques et dont elle devient très vite la maîtresse, se lasse de cet amour trop envahissant. Possédant un certain talent musical, elle s'initie au clavecin, au chant lyrique, à l'opéra, à la danse, et elle pratique le théâtre en amateur. Remarquable actrice, elle a joué de nombreuses pièces de Voltaire sur la scène du théâtre de Cirey. Elle a triomphé dans le rôle d'Issée à la cour de Lunéville, alors qu'elle est pourtant enceinte jusqu'aux yeux. Lors d'une représentation chez la duchesse du Maine, Madame de Staël de Launay, qui la déteste, est bien forcée de constater que Mademoiselle de la Cochonnière a parfaitement exécuté son rôle. Excellente actrice, chantant l'opéra comme un ange, elle pratique ces jeux-là avec le même excès que tout le reste. Les malheureux invités de Cirey, contraints de suivre le rythme effréné de leur hôtesse, en savent quelque chose. Mais si Émilie nourrit une passion immodérée pour la scène, c'est sans doute aussi par narcissisme, car elle aime être vue et admirée. Si sa première passion est pour l'étude, son deuxième grand amour sera pour les vêtements, les chaussures, les diamants, les pompons, le maquillage, passion qu'elle a contractée lors de sa première visite à la cour de Versailles en 1722. Elle est mariée à 19 ans, mais elle continue de jouir d'une très grande liberté et elle a jusqu'à sa mort de nombreux amants. Sa vie amoureuse commence par un drame et s'achève sur une tragédie. En 1728, délaissée par son premier amant, le comte de Guébriant, libertin, égoïste et beau parleur, elle fait une tentative de suicide. Et en 1749, enceinte de son dernier amant, Saint-Lambert, elle meurt des suites de ses couches. Elle s'adonne à sa passion du jeu et à sa vie tourbillonnante et dissipée, comme s'en étonne Voltaire. En 1725, le 20 juin, elle est mariée au marquis Florent Claude du Châtelet. Ce mariage arrangé s'avère peu gênant pour Émilie. Tout à sa carrière militaire, son mari ne la voit que rarement. Lui-même peu cultivé, s'intéressant uniquement à la chose militaire, à la guerre, à la chasse, il est ébloui par le savoir et l'intelligence de sa jeune femme. Conscient des aptitudes et des dispositions intellectuelles de sa femme, connaissant ses propres limites dans ce domaine, il laisse à Émilie une liberté quasi illimitée, lui permettant de vivre selon ses désirs, y compris pour ce qui est de ses liaisons extra-conjugales. Ils tombent d'accord pour vivre des vies séparées. Émilie donne 3 enfants à ce mari tolérant, amical, guère encombrant, discret, qui la soutiendra toute sa vie et restera son ami fidèle. Mondaine accomplie, chantant, dansant à ravir, jouant et perdant aux cartes avec insouciance, adorant maquillage, ruban, toilette, diamants, Émilie amuse dans les salons par son esprit vif. Elle anime les fêtes de la cour, à Versailles, à Sceaux, à Lunéville. Toujours excessive, elle se couvre de diamants et de pierreries et abuse des fards et du maquillage, ce qui lui vaudra le surnom que lui donne Voltaire, Madame Pompon Newton. Si elle a eu de nombreux amants, s'affichant sans souci du qu'en dira-t-on, ne reculant devant aucune extravagance, c'est surtout à sa romance avec Voltaire qu'elle doit sa célébrité pendant longtemps. 1735 marque un tournant dans la vie amoureuse d'Émilie. Renonçant définitivement à sa vie d'extrême dissipation, elle choisit de rejoindre Voltaire à Cirey. Voltaire qu'elle a rencontré en 1733. Les 2 amants vont vivre pendant 15 ans la plus folle romance des Lumières. Après 1740, leurs intérêts divergent, le philosophe délaisse la physique et le charme entre eux est rompu. En 1746, elle quitte Versailles pour la cour de Stanislas Lesinski, dans le Versailles lorrain, et peu après son arrivée, elle s'éprend du poète Saint-Lambert, délaissant Voltaire, avec lequel elle restera toutefois liée d'amitié. Et elle meurt 3 ans plus tard, à la suite d'un accouchement qui s'est mal passé. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois son amant Saint-Lambert, le père de l'enfant, son mari Claude du Châtelet et Voltaire l'assistent jusqu'au bout. Non conventionnelle, assurément, Émilie l'est. Encore qu'à l'époque, il soit de bon ton pour les dames de qualité, une fois qu'elles ont accompli leur devoir de donner un héritier à leur époux, de prendre des amants.
Ce qui distingue Émilie des autres dames de son temps, c'est son application à poursuivre des recherches scientifiques. La liberté de son éducation, exceptionnelle pour l'époque pour une jeune fille, a développé sa curiosité, son esprit d'indépendance, son non-conformisme, qualité utile dans son activité ultérieure de scientifique et de traductrice. Par son impressionnante correspondance avec les plus illustres mathématiciens du temps, elle peut discuter de questions scientifiques et mener des expériences qu'elle ne saurait conduire seule. Elle possède aussi de bonnes connaissances linguistiques. Remarquable maîtrise du latin, mais aussi connaissance de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol. Outre sa traduction de Newton, elle a produit au moins 3 autres traductions, ainsi que divers essais scientifiques et philosophiques. La science, à l'époque, est un lieu misogyne du savoir. Toute sa vie, Émilie sera en butte aux railleries, voire à l'hostilité des hommes, comme des femmes d'ailleurs, envers les femmes de science. La seule activité intellectuelle qui leur était concédée à l'époque, c'était la littérature. S'aventurer dans le domaine de la raison et de la science passait pour une prétention ridicule et insupportable, voire pour une menace. Or, Émilie entend bien jouer un rôle actif dans la bataille pour l'importation du système newtonien qui fait rage dans les années 1730. Newton est considéré comme l'un des plus grands savants, des plus grands scientifiques de tous les temps. Pour Stephen Hawking, Einstein est la seule figure dans le domaine des sciences physiques dont la stature puisse être comparée à celle de Newton. Newton est à l'origine de théories scientifiques qui révolutionnent la science. Il publie en 1687 son œuvre majeure, Les Principia, qui constitue pour Stephen Hawking l'œuvre originale la plus importante jamais publiée dans le domaine des sciences physiques. Les scientifiques français commencent à véritablement s'intéresser aux idées de Newton dans les années 1730. En premier lieu, Maupertuis, le maître d'Émilie du Châtelet, élu très jeune à l'Académie des sciences, qui est en France donc le premier académicien newtonien. Position peu confortable en 1730, car l'institution se veut alors obstinément cartésienne. On assiste à une véritable guerre de religion entre 2 camps irréconciliables qui s'affrontent, comme Émilie s'en plaint à Maupertuis dans une lettre de 1738. Proche de Maupertuis et de Voltaire, Émilie est au cœur des débats sur la théorie de la gravitation, nourris par leurs écrits et notamment par l'ouvrage de Voltaire, Éléments de la philosophie de Newton, publié en 1738. Quasiment tous les newtoniens d'Europe font le voyage de Ciré, Algarotti, Bernoulli, l'abbé Jacquier. Émilie se passionne pour le débat, c'est la seule femme à pouvoir y intervenir, c'est la seule femme à investir le terrain de la science. Seule exception au siècle des Lumières, et ce jusqu'à Marie Curie. Pour combler ces lacunes, pour progresser, Émilie bénéficie des leçons de précepteurs prestigieux comme Maupertuis. Écolière appliquée et travailleuse, elle emporte même des devoirs à faire et des leçons à apprendre quand elle part en voyage et elle continue de travailler par correspondance avec son professeur. En 1737, elle concourt pour le prix de l'Académie des sciences sur le sujet de la nature du feu et de sa propagation. Voltaire, le premier, a décidé de présenter un mémoire et Émilie, qui ne cache pas son désaccord avec lui sur de nombreux points, envoie en secret un mémoire en contradiction totale avec celui de Voltaire. Si les 2 amants n'obtiennent pas le prix, ils ont l'honneur de l'imprimatur. Privilège sans précédent pour une femme. Le mémoire d'Émilie est donc imprimé par l'Académie des sciences. C'est le premier ouvrage d'une femme à être imprimé par l'Académie des sciences. Cette première publication lui ouvre les portes du monde scientifique. À l'époque, les femmes n'ont accès à l'Académie que dans le public. De la même façon, le café Grado, non loin de l'Académie, il est situé quai des Écoles. C'est un café qui est fréquenté par les scientifiques, les philosophes, les mathématiciens, où se tiennent des réunions informelles. Ce café est lui aussi interdit aux femmes. Qu'à cela ne tienne, Émilie se déguise en homme pour prendre part aux conversations de ses amis. Elle écrit ses institutions de physique, c'est-à-dire cours méthodiques, dédiés à son fils, et son livre est accueilli favorablement par la critique. En 1746, elle est élue à l'université de Bologne, la seule d'Europe ouverte aux femmes, et la décade d'Augsbourg, qui est le who's who allemand de l'époque, la classe la même année parmi les 10 savants les plus célèbres de l'époque. En 1745, elle entreprend la traduction en français des Principia avec ses propres commentaires. Jusqu'à la parution
En 1985 d'une nouvelle traduction, le texte d'Émilie constitue la seule traduction définitive en français des Principia. Elle entreprend sa traduction sur l'incitation de Voltaire. Cette œuvre gigantesque l'occupe pendant les 5 dernières années de sa vie et elle en fait déposer le manuscrit à la Bibliothèque royale la veille de son décès. Cette œuvre, après l'avertissement de l'éditeur, après la préface historique de Voltaire, contient, outre la traduction des Principia par Émilie, sa contribution personnelle sous le titre de Synthèse commentée et analyse des Principia par la marquise du Châtelet. Sa remarquable maîtrise du latin, ajoutée à sa connaissance de la physique de Newton, sont des atouts indéniables pour assurer fidélité et clarté de sa traduction. La difficulté de sa tâche va au-delà d'une traduction du latin en français, car il se produit à l'époque une révolution du langage et des concepts scientifiques. En fait, elle est allée bien au-delà d'une traduction fidèle et claire, car sa compréhension en profondeur des concepts lui a permis, dans la partie de l'ouvrage qui suit la traduction, d'apporter une contribution personnelle originale et remarquable de modernité. Donc, dans la seconde partie, elle utilise des démonstrations rigoureuses de calcul intégral inspirées par les méthodes de Leibniz. La notation de Leibniz a prévalu car elle est plus commode et plus facilement maniable. Le langage scientifique analytique, qui enthousiasme les savants du XVIIIe siècle, permet à tous les scientifiques d'appréhender les découvertes de Newton. Là où Newton utilise les figures géométriques euclidiennes, Émilie pose des formules analytiques qui ouvrent un développement considérable des problèmes abordés par le savant anglais. Donc, dans la première partie de son ouvrage, elle adopte le ton de la vulgarisation scientifique. Elle renvoie définitions techniques et explications un peu compliquées en notes infrapaginales. Par exemple, au chapitre 1, elle introduit la définition de l'ellipse à partir du tracé des ovales par les jardiniers. Et dans la note page 14, elle explique par un exemple et non par une définition ce que signifie ces skiplets. Donc elle s'efforce de faire comprendre clairement à un public non véritablement initié un certain nombre de choses. Donc cette partie s'adresse à des lecteurs instruits, mais pas forcément spécialistes de mathématiques ou de physique. C'est ce que promet l'avertissement de l'éditeur, qui confirme que la traduction de la marquise est effectivement plus compréhensible que l'original de Newton et que la traduction anglaise d'Andrew Mott, publiée en 1729. L'éditeur, tout comme Voltaire dans la préface historique, confirme qu'elle a modifié certaines parties des Principia et qu'elle a fait davantage que traduire. La manière dont elle traduit l'ouvrage reflète sa volonté d'en éclaircir le contenu. Elle spécifie certains phénomènes, elle explique, et son style est bien plus élégant que le latin obscur de Newton, ce que souligne Voltaire dans la préface historique. Le manuscrit de la traduction, conservé à la BNF, est révélateur du sérieux de son travail. Les questions, les annotations de sa main en marge, par exemple « je n'aime pas ce mot, mauvais français », montrent bien qu'elle s'efforce de rendre le sens du latin obscur de Newton dans un bon français, avec élégance, en peaufinant, en polissant sa traduction. Et l'ajout d'un commentaire atteste sa volonté de vérifier les théories de Newton et d'éclaircir l'ouvrage. Sa traduction est donc importante non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi méthodologique, ce qui est salué par d'Alembert dans l'encyclopédie. À eux deux, la marquise et le philosophe vont se faire un des canaux principaux de la diffusion des idées de Newton sur le continent. Voltaire est incontestablement l'homme de sa vie. Elle a vécu avec lui une relation très forte, faite de fusion et d'indépendance, de passion et de complicité. Pendant 15 ans, ils ne se sont guère quittés, partageant tout, les plaisirs et les peines et les mêmes passions intellectuelles. Durant les premières années de leur liaison et de leur vie commune à Cirey, ils s'adonnent à leurs passions et à leurs travaux, s'aimant comme des fous et travaillant comme des forçats. Des philosophes très voluptueux, dit Voltaire dans une lettre. Ils se retrouvent en avril 1733, probablement à l'Opéra, et la première lettre connue que Voltaire envoie à Émilie date du 6 mai 1733, révélant que le philosophe est séduit par le charme et la personnalité de la marquise.
Pas encore éperdument amoureuse, celle-ci continue de le tromper, notamment avec Maupertuis, durant les 2 premières années de leur liaison. Il faut dire qu'Émilie a un tempérament bouillant que Voltaire peine à satisfaire, comme il l'avoue en octobre 1733 dans une lettre à un de ses amis. 3 mois à peine après leur rencontre, il l'aime à la folie, je cite, « à proportion de son mérite, ce qui veut dire infiniment ». Mais l'écrivain a déplu au pouvoir par ses lettres philosophiques et peu désireux de se faire embastiller, il cherche à partir d'Ardard de Paris. Émilie l'accueille chez elle, dans son château de Cirey-sur-Blaise, en Champagne. Son mari, Florent-Claude du Châtelet, est toujours absent. D'une indulgence singulière, il ferme les yeux sur l'adultère et sur la plus folle romance des Lumières. Voltaire est alors âgé de 39 ans. 12 années séparent les 2 amants, dont la liaison durera 15 ans. Ça, c'est pour que vous fassiez votre loto. Voltaire est incontestablement l'homme qui l'influencera le plus, l'encourageant notamment à approfondir ses connaissances en mathématiques et en physique, et la considérant d'ailleurs supérieure à lui-même en ce domaine. À son arrivée à Cirey, Voltaire trouve un château très délabré, où le vent s'engouffre de toutes parts, et avec l'accord du marquis du Châtelet, il entreprend de le rendre habitable. Il aménage un théâtre, petite salle installée dans les combles avec 5 banquettes qui permettent d'accueillir une quinzaine de spectateurs. Voltaire fait aussi ajouter une longue galerie, et dans cette galerie, on installe des microscopes, des baromètres, des télescopes, un véritable laboratoire. Une complicité intellectuelle immense unit les 2 amants. La marquise se réveille à l'aube, elle lit à Voltaire des textes en anglais ou en latin, elle initie Voltaire aux matières scientifiques et elle instruit son compagnon qui, lui, l'aide à vulgariser ses ouvrages. Madame de Graffigny, qui est hébergée au château pendant 3 mois, écrit à ses amis que lorsque Voltaire et Émilie se querellent, ils parlent en anglais. Le couple ne s'occupe de ses hôtes que le soir. Pendant la journée, ils travaillent, s'envoyant souvent des billets, se retrouvant parfois pour parler de leurs travaux respectifs. Peu de gens comprennent le monde intellectuel dans lequel vit ce couple étrange qui mène une vie studieuse, s'abandonnant à une frénésie de travail. Voltaire étudie les œuvres de Newton avec Émilie. Et elle a eu sur lui plus d'influence que lui sur elle. Les manuscrits originaux de Voltaire portent des annotations de la main d'Émilie dans les marges. Les manuscrits d'Émilie sont aussi annotés par Voltaire. Ils se critiquent ainsi mutuellement afin d'améliorer la qualité de leurs travaux et de leurs publications. Voltaire loue souvent l'intelligence d'Émilie, disant d'elle qu'elle est géniale. Il lui dédicace la majeure partie de ses travaux durant les 15 ans que dure leur liaison, marque de reconnaissance pour tout ce qu'elle apporte à ses travaux. Le frontispice des éléments de la philosophie de Newton est éloquent. Il représente Émilie éclairant Voltaire à sa table de la lumière de la vérité émanant de Newton. Après 1740, comme je le disais tout à l'heure, leurs intérêts vont diverger puisque le philosophe va délaisser la physique et surtout, il est tombé amoureux de sa nièce, Madame Denis. Pourquoi j'ai François Jacquier qui arrive là ? Voilà. Donc, il tombait amoureux de sa nièce. La rupture est impossible pour Émilie, impossible avec cet homme devenu son compagnon de vie, dont l'esprit éblouissant la séduit toujours, qui veille sur elle comme nul autre. Se sentant délaissée par Voltaire, elle finit par s'enticher de Jean-François de Saint-Lambert, un beau militaire, dont elle devient la maîtresse en 1748. Beau militaire dont la tiédeur n'a d'égal que la maladresse, puisqu'il lui fait un enfant. Voltaire prend philosophiquement son parti de cette situation, il reste l'ami d'Émilie, il devient celui de Saint-Lambert, avec qui il correspondra jusqu'à sa mort. Émilie meurt le 10 septembre 1749 à Lunéville d'une fièvre de lait, 5 jours après avoir accouché d'une petite fille. Sur son lit de mort, elle est entourée de Voltaire, de Saint-Lambert, le père de l'enfant, de son mari, revenu pour l'accouchement, et Voltaire écrit, effondré, « J'ai perdu la moitié de moi-même, une amie de 20 ans que j'avais vue naître. » Femme exceptionnelle, emblématique de l'esprit des Lumières,
Émilie a utilisé pleinement la liberté qui est la marque de son époque, époque de bouillonnement scientifique, philosophique, révolutionnaire. On ne peut manquer d'être frappé par le foisonnement d'une vie intense et multiple, aussi dense que les travaux de Newton qu'elle contribua à faire connaître en France. Femme entière et passionnée, elle a connu un destin hors du commun pour une femme de son temps. C'est pour cela aussi qu'elle parle à notre époque. Comme les hommes des Lumières, elle s'autorise à réfléchir par elle-même, y compris contre Voltaire. Elle a décidé de vivre autrement, de saper les codes en vigueur dans son milieu. Son seul credo, la quête des connaissances comme celle de l'amour. Maillon clé de la diffusion de la pensée de Newton en France, elle a aussi vécu avec Voltaire la plus folle passion de l'époque. Relation très forte, fusionnelle, mais libre, de passion et de complicité. Et on lui doit aussi un célèbre traité sur le bonheur, opuscule écrit après la fin houleuse de sa relation avec Voltaire et publié de façon posthume en 1779, où elle continue à se moquer des dictates. Savante, incontestablement, elle l'est. Comme le dit Voltaire, jamais une femme ne fut si savante qu'elle. Comme le souligne Elisabeth Badinter, Émilie du Châtelet nourrit l'ambition d'être l'égale des plus grands savants. Consciente de ses dons, elle l'est aussi de ses limites et surtout des obstacles d'un monde scientifique essentiellement masculin. C'est pourquoi, professant l'humilité mais aussi le désir de rendre service à ses semblables, elle rejoint les rangs des traducteurs, dont elle définit l'intérêt et les limites dans la préface à sa traduction de la fable des abeilles de Mandeville. Par la traduction, elle appartient pleinement à la science de son époque, car expliquant la pensée de Newton au public éclairé de son pays, elle s'approprie la physique et la métaphysique la plus sophistiquée de son temps, et elle entre dans le club très fermé des savants, jusque-là réservé aux hommes. La traduction opère la transformation de la science en un savoir mondain. D'aucuns ont pu voir en Émilie principalement la muse de Voltaire, mais elle était bien davantage. C'était une femme brillante, parfois contradictoire, qui décida autant que possible de vivre sa vie sans s'en laisser imposer par quiconque, selon ses désirs. Pionnière du féminisme, elle revendique son identité de femme et de scientifique, le droit d'exister par elle-même, comme le montre ce passage d'une lettre envoyée à Frédéric II. Elle demande à être jugée sur ses propres mérites et non pas comme un appendice d'un homme, soit son mari, soit un savant renommé, Maupertuis, qui lui a donné des leçons de mathématiques et d'autres choses, soit d'un philosophe, Voltaire, soit d'un poète célèbre, Saint-Lambert. Elle existe par elle-même. Et pourtant, les féministes répugnent encore souvent à utiliser son exemple, probablement parce qu'Émilie était trop libre de mœurs pour elle, trop libertine, trop libérée, peut-être aussi trop féminine. Elle lui reproche sans doute son manque d'implication dans la cause des femmes. Elle, qui a bénéficié d'une éducation étonnamment poussée pour une fille, n'a rien fait pour avancer l'instruction des femmes. L'anecdote sur le café Grado que je rappelais tout à l'heure est bien révélatrice, puisqu'elle s'est vue refuser l'entrée pour assister à un débat scientifique au prétexte qu'elle est femme. Et au lieu d'élever une protestation, de faire une pétition, de manifester son désaccord, elle a simplement revêtu des habits masculins et elle est entrée en homme. Pourquoi ? Parce qu'à ses yeux, il s'agit là d'un problème pratique à résoudre et non pas d'une injustice de la société qu'il faut redresser. Mais il convient de replacer Émilie dans son époque et de souligner l'originalité et la modernité de sa personnalité. C'est une intellectuelle hors pair, c'est la première femme authentiquement savante de l'époque moderne, c'est la femme des Lumières par excellence, la lointaine aïeule des filles d'aujourd'hui, animée d'une soif d'ambition et d'autonomie. Si son comportement lui attira les railleries fielleuses de ses contemporains et surtout de ses contemporaines, il nous la rend proche et admirable, parce que faisant fi des convenances et des normes de la féminité de son époque et de sa classe sociale, Émilie du Châtelet entreprend d'investir le domaine masculin de la science. Pari gagné, puisque, en dépit de son goût masculin pour les mathématiques, elle est toute féminité par sa passion infinie pour les toilettes et les fanfreluches. Voltaire ne l'appelait-il pas affectueusement Madame Pompon Newton ? Merci.